Dans une vitrine, il y a une photo en noir et blanc. Un homme vêtu d'une veste boutonnée de travers regarde un point situé hors du cadre. La photo date de 1947. L'homme est mort depuis longtemps. Mais si vous regardez cette image avec suffisamment d'attention, vous remarquerez quelque chose de troublant. La lumière qui compose cette image a réellement touché cet homme. Ses photons ont rebondi sur sa veste. Son visage ont traversé l'objectif et ont frappé la pellicule. Ce n'est pas une représentation, c'est une trace physique, une blessure laissée par la lumière sur la matière. Et c'est pourquoi la question qui va nous occuper dans les prochaines minutes est une question qui semble simple, mais qui reste simple jusqu'à ce qu'on la pousse dans ses derniers retranchements. Que signifie le fait que cet instant soit passé? Que signifie le fait qu'il soit terminé au sens physique? Car si vous pensez avoir une réponse intuitive à cette question, attendez, elle ne tient pas la route. L'intuition que nous avons tous, cette intuition que nous n'avons pas choisie, mais qui nous est innée, est la suivante. Le temps passe. Il y a un passé mort, un présent vivant et un avenir qui n'existe pas encore. Le présent est une frontière mouvante, une vague qui avance, qui enfouit tout ce qu'elle laisse derrière elle dans le néant. Vous l'avez ressenti ce matin en buvant votre café. Ce moment autour du café est désormais terminé. Il a disparu. Il s'est fondu dans le néant régulier du passé. Le café de demain matin n'existe pas encore. Il est en suspens, comme une possibilité non écrite, ouverte. Voir le temps de cette manière, comme un fleuve à sens unique, semble tellement profondément vrai qu'il n'est presque jamais remis en question. C'est précisément pour cette raison qu'il faut commencer par là. Regardons les équations. Pas toutes, seulement les plus fondamentales, celles qui régissent le mouvement des atomes, la courbure des orbites par la gravité, la propagation des champs électromagnétiques, l'interaction des particules subatomiques. La plupart de ces équations ont une propriété que la plupart des gens ignorent. Elles sont symétriques par rapport au temps. Concrètement, cela signifie que si vous filmez la collision de deux atomes et que vous passez le film à l'envers, un physicien qui n'aurait pas vu l'original ne pourrait pas dire lequel des deux est le vrai. Les deux sens sont tout aussi valables. Les deux sont parfaitement conformes aux lois de la nature. La gravité de Newton est réversible par rapport au temps. L'électromagnétisme de Maxwell est réversible. Les interactions nucléaires fortes et faibles sont réversibles dans la grande majorité des cas normaux. Il ne s'agit pas d'une approche ou d'une bizarrerie théorique. C'est une caractéristique structurelle de la physique telle que nous la connaissons. Prenons l'exemple de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Inversez mentalement toutes les vitesses. La Terre continue de tourner sur la même orbite elliptique avec les mêmes forces et la même cohérence mathématique. L'équation ne change pas d'un iota. Elle n'a aucune préférence quant au sens que vous choisissez. Les lois fondamentales ne savent pas dans quel sens le temps s'écoule. Elles s'en moquent. Mais vous vous en souciez. Il faut donc chercher ailleurs. Il faut aller au-delà des lois elles-mêmes vers quelque chose qui n'est pas directement contenu dans les lois, mais qui résulte de leur application à grande échelle. Ce quelque chose s'appelle l'entropie. L'entropie est souvent mal comprise car elle est présentée comme une désorganisation croissante, ce qui ressemble à une loi morale sur l'inévitabilité du chaos. Ce n'est pas le cas. L'entropie est un nombre qui compte. Plus précisément, pour un système donné dans une situation donnée, l'entropie mesure le nombre de façons différentes dont les composants peuvent être agencés au niveau microscopique, même si la situation macroscopique reste la même. L'entropie d'un cristal de sel parfait est très faible. Pour que le cristal soit ce qu'il est, les atomes doivent être disposés selon une configuration très spécifique. L'entropie d'un nuage de gaz chaud est très élevée. Il existe des milliards et des milliards de configurations atomiques différentes qui rendent ce nuage impossible à distinguer de l'extérieur.
Il ne s'agit pas ici d'une question d'esthétique ou de désordre. Il s'agit d'une question de combinatoire, une question de comptage, une question de pure probabilité. Et c'est là que les statistiques entrent en jeu, apportant avec elles quelque chose qui ressemble à la croissance, mais qui n'est en réalité qu'une arithmétique poussée à l'extrême. Imaginez une boîte en bois contenant 100 000 grains de sable noir et 100 000 grains de sable blanc, parfaitement séparés. Les noirs sont à gauche, les blancs à droite. Vous secouez la boîte. Après l'avoir secouée suffisamment, les couleurs se mélangent. Vous attendez que les noirs reviennent à gauche et les blancs à droite. Vous pouvez attendre. Cela n'est pas interdit par les lois de la physique. Chaque grain se comporte selon des règles parfaitement réversibles. Mais le nombre de configurations parfaitement séparées est astronomiquement faible par rapport au nombre de configurations mélangées. La probabilité de retour spontané à l'ordre d'origine n'est pas nulle. Elle est si proche de zéro que cette distinction est presque philosophique. Maintenant, au lieu de 100 000 grains, placez 10 à la puissance 23 molécules dans une pièce. La probabilité que l'air se sépare spontanément en deux parties, l'oxygène d'un côté, l'azote de l'autre, est si faible que tout le temps écoulé depuis la création de l'univers n'a pas suffi pour que cet événement se produise une seule fois. Ce n'est pas une loi qui l'empêche, c'est une statistique qui le rend fantomatique. Mais cet argument comporte une faille, et c'est là que le terrain commence vraiment à se fissurer. La définition anthropique qui explique la flèche du temps fonctionne sous une condition. Elle suppose que le passé était dans un état plus ordonné, avec une entropie plus faible. Elle dit, les choses évoluent vers le désordre, elles doivent donc provenir d'un état plus ordonné. Mais pourquoi? Pourquoi l'état initial de l'univers était-il si peu anthropique? Les équations physiques ne l'exigent pas. La faible entropie du Big Bang n'est pas le résultat des lois, mais une condition initiale, une configuration déterminée en dehors des règles du jeu, comme si quelqu'un avait établi les règles et décidé séparément de la disposition initiale des pièces. La physique explique comment les pièces se déplacent. Elle ne dit pas pourquoi ils étaient là dans cet ordre au départ. Ce silence de la physique sur ses propres origines est l'une des choses les plus étranges que je connaisse. Revenons à la photo. L'image de cet homme en 1947 est une cicatrice. La lumière a modifié de manière irréversible la configuration des molécules du film, irréversible, non pas parce que la loi l'interdit, mais parce que la probabilité d'un retour en arrière est nulle dans la pratique. Cette cicatrice est un enregistrement, et tout enregistrement est toujours une augmentation locale de l'entropie. Pour se souvenir de quelque chose, pour en garder la trace, la matière doit localement se complexifier, se désorganiser, produire de la chaleur. Votre cerveau, en ce moment même, établit des connexions synaptiques en suivant ses idées. Chaque souvenir que vous stockez est une réorganisation chimique de vos neurones et cette réorganisation produit de l'entropie. Votre mémoire n'est pas une bibliothèque propre et ordonnée. C'est une série de traces physiques laissées dans votre matière. Et c'est précisément pour cette raison que vous vous souvenez du passé, mais pas de l'avenir. Non pas parce que l'avenir n'existe pas, mais parce que vous ne l'avez pas encore vécu. Votre matière n'en porte pas encore les traces. Et maintenant, quelque chose de plus difficile. En 1905, Einstein publie un court article sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Il ne contient pratiquement aucune référence. Le point de départ est une observation expérimentale que personne ne parvient à concilier avec la mécanique de Newton. La lumière se propage toujours à la même vitesse, quelle que soit la vitesse de l'observateur. Il n'y a pas de somme des vitesses. Elle est toujours exactement de 300 000 km par seconde.
Si vous vous déplacez à la moitié de la vitesse de la lumière et que vous allumez une lampe torche dans votre direction d'avance, la lumière ne se déplace pas à une vitesse 1,5 fois supérieure. Elle se déplace exactement à la même vitesse, comme si vous étiez immobile. Cela doit vous sembler absurde. C'est l'une des choses les plus absurdes et les plus vérifiées de la physique. Pour que cela soit mathématiquement cohérent, l'espace et le temps ne doivent pas être des contenants fixes et universels. Ils doivent être élastiques. Deux observateurs en mouvement l'un par rapport à l'autre doivent mesurer non seulement des distances différentes, mais aussi des durées différentes. Nous avons vérifié cela. Les horloges atomiques embarquées dans les avions tournent un peu moins vite que celles qui restent au sol. Elles ne sont pas déréglées. Elles ont vécu moins de temps. Le temps n'est pas universel. Il n'y a pas d'horloge maîtresse qui dicte le même présent partout dans l'univers. Ce qui suit est le moment où l'intuition commence vraiment à s'effriter. Si le temps n'est pas universel, si deux observateurs se déplaçant l'un par rapport à l'autre ne parviennent pas à s'accorder sur leur mesure du temps, alors le concept de simultanéité, le fait que deux événements se produisent en même temps, est relatif. Il dépend de l'observateur. Concrètement, imaginez deux événements séparés par une distance cosmique. Une étoile qui explose dans une galaxie lointaine et vous qui lisez ces mots en ce moment. Pour quelqu'un qui se déplace à grande vitesse vers vous, l'angle de découpe de l'espace-temps est différent du vôtre. Ce que vous appelez l'explosion de l'étoile il y a 10 000 ans peut tomber dans son avenir proche pour un observateur suffisamment éloigné et se déplaçant suffisamment vite. Ce n'est pas parce que la physique est incohérente, c'est parce que les tranches du présent ne se recoupent pas entre observateurs en mouvement. Cette relativité de la simultanéité n'est pas une curiosité marginale. C'est la conséquence directe et inévitable de la constance de la vitesse de la lumière. Et cela a une implication que Hermann Minkowski a exprimée avec une économie remarquable en 1908. L'espace et le temps ne sont pas deux choses distinctes. Ils forment une seule structure à 4 dimensions, l'espace-temps. Je propose de remplacer l'image de la rivière par celle-ci. Imaginez une partition musicale. Pas l'interprétation, mais la partition elle-même posée sur un pupitre. Toutes les notes sont là, en même temps, sur le papier. La première mesure et la dernière mesure coexistent. Le pianiste qui joue ne crée pas les notes, il les traverse. Son doigt se déplace de gauche à droite et, de son point de vue, il y a un son présent qui progresse. Mais la partition elle-même est complète, fixe, entière. Elle n'existe pas en attendant que le pianiste arrive. Dans l'espace-temps de Minkowski, cette partition est exactement cela. Chaque événement qui s'est produit ou qui se produira, votre naissance, votre déjeuner d'hier, la mort du soleil dans 5 milliards d'années, est une note sur ce papier. La conscience est le doigt du pianiste. Elle passe, mais la musique est là, complète dans les deux sens. Les physiciens appellent cela l'univers en bloc, une structure statique à 4 dimensions où rien ne coule. Le passé et le futur existent au même degré de réalité que le présent. Ils ont des coordonnées différentes, mais pas des statuts ontologiques différents. Votre avenir n'est pas un potentiel incertain, mais une région que vos coordonnées n'ont pas encore atteinte. Tout comme une ville où vous n'êtes jamais allé existe autant que la ville où vous vous trouvez actuellement. Vous n'y êtes pas, mais elle existe. La flèche du temps, le sentiment figé du passé, le sentiment ouvert du futur n'est pas une propriété de l'espace-temps lui-même. C'est une propriété de la relation entre votre biologie et l'entropie. Vous êtes aligné sur le gradient anthropique et vous percevez cet alignement comme le passage du temps. Votre mémoire asymétrique, je me souviens d'hier, je ne sais pas de demain, est une asymétrie anthropique. Vous êtes un enregistreur de passage et vous n'enregistrez que dans un sens, car c'est dans ce sens que votre entropie personnelle augmente.
Interpréter cela comme « il n'y a pas de futur » est une erreur de catégorie. Vous confondez non enregistré et inexistant. Et maintenant, je vous suggère de ne pas résister pendant quelques secondes, de vous arrêter et de laisser passer avant de répondre. Vous n'êtes pas un objet évoluant en 3 dimensions dans un univers en bloc. Vous êtes un objet en 4 dimensions, complet, entier, une trace dans l'espace-temps. À une extrémité, un nouveau-né dans un hôpital. À l'autre extrémité, vous, avec cet héritage neuronal, cette configuration moléculaire dans votre cortex. À une autre extrémité, une version plus âgée de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Ces 3 extrémités ne se succèdent pas. Elles coexistent dans la structure de l'espace-temps, comme les différentes positions d'une sculpture métallique dans une exposition. Lorsque vous dites « je suis ici », vous ne montrez que la partie de votre empreinte où réside actuellement votre conscience. Mais l'empreinte est entière, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Dans l'univers en bloc, toujours n'est pas une métaphore réconfortante. C'est une expression géométrique. Les moments que vous pensez avoir perdus, une conversation dans une rue où vous ne vous asseyez plus, la lumière de l'après-midi dans une chambre d'enfant, la voix de quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, ont des coordonnées. Ils occupent une place précise dans la structure à 4 dimensions de la réalité, pas seulement dans votre mémoire, dans la géométrie elle-même. Revenons à l'entropie et à la mémoire, car elles s'articulent désormais d'une manière que nous n'avons pas encore clairement formulée. Lorsque vous vous souvenez d'un événement passé, vous accédez à une cicatrice physique, c'est-à-dire à une configuration spécifique de connexion synaptique qui encode cet événement. Cette cicatrice a été créée par l'événement lui-même, qui a modifié vos atomes de manière irréversible, au sens statistique. Votre mémoire du passé est donc une preuve physique de l'augmentation de l'entropie. Vous pouvez vous souvenir du passé parce qu'il a laissé une trace dans votre matière. Vous ne pouvez pas vous souvenir du futur, non pas parce qu'il n'existe pas dans l'espace-temps, mais parce qu'il ne vous a pas encore dépassé. Il n'a pas encore laissé de cicatrice. Votre asymétrie biologique dans le temps, je me souviens d'hier, je ne sais pas de demain, correspond directement à l'asymétrie anthropique. Vous êtes un enregistreur de transition et le gradient anthropique auquel vous vous alignez en tant que matière est vécu dans votre conscience comme le passage du temps. C'est tout. Mais ce n'est pas tout, car cela, combiné à ce que nous avons dit à propos du futur, implique autre chose. Le futur peut être là, il peut déjà être écrit, mais vous ne pouvez le lire que lorsque vous le traversez, lorsqu'il vous marque. Une question reste en suspens et elle est vertigineuse. Pourquoi l'univers primitif avait-il une entropie si faible ? Si l'espace-temps est un bloc fixe, si tout est déjà écrit de la première à la dernière page, cette faible entropie est une condition initiale indissociable de la structure. Elle n'est pas apparue, elle était gravée dans la géométrie. Certains cosmologistes suggèrent que les lois de l'inflation cosmique expliquent naturellement cette configuration des conditions initiales. D'autres avancent des arguments anthropiques. Nous ne pouvons observer que les univers compatibles avec notre existence. Notre existence nécessite un certain temps, ce qui nécessite une entropie initialement faible. Aucune de ces réponses n'est pleinement satisfaisante. Roger Penrose a calculé que si nous avions choisi l'univers au hasard parmi toutes les configurations possibles, la probabilité qu'il commence avec une entropie aussi faible que celle de notre univers serait de 1 sur 10, puissance 123. C'est un nombre si grand qu'il n'y a pas assez d'atomes dans l'univers observable pour écrire tous ces zéros. Cette condition de départ est hors du cadre de la physique actuelle. Pour l'instant, c'est une réalité brute que nous ne pouvons dériver de rien de plus profond. C'est là où nous en sommes. Les lois de la physique sont symétriques dans le temps.
Elles ne font aucune distinction entre le passé et le futur. L'irréversibilité que vous percevez chaque jour ne provient pas de ces lois, mais de la statistique. Le nombre de configurations irrégulières dépasse tellement celui des configurations régulières que le retour spontané à l'ordre devient impossible. L'entropie augmente parce que l'univers a commencé dans un état exceptionnellement ordonné et cette condition initiale est une réalité que la physique pose actuellement, mais qu'elle ne peut pas déduire. La relativité restreinte exige que l'espace et le temps forment une seule structure. Et dans cette structure, le passé et le futur ont la même réalité. La flèche du temps que vous ressentez n'est pas une propriété de la géométrie de l'univers. C'est une propriété de votre biologie. Vous êtes aligné sur le gradient anthropique et vous percevez cet alignement comme le passage du temps. Vos souvenirs, tout votre monde intérieur, tout ce que vous appelez votre identité sont des cicatrices, des changements irréversibles laissés dans votre matière par le passage des événements. Vous ne vous souvenez du passé que parce que vous en êtes blessé doucement au niveau moléculaire, à chaque instant. À un certain endroit de la structure de l'espace-temps, le futur existe déjà avec ses propres cicatrices, des cicatrices que vous n'avez pas encore reçues. Et la seule différence entre vous aujourd'hui et vous demain, c'est que demain, votre matière sera un peu plus marquée, un peu plus usée, un peu plus chargée du passé. Quelque part dans une direction que vous ne pouvez pas encore lire, l'univers a déjà tout écrit.